Un jour sombre de 2005, Tatiana Saminouchtra faisait bouillir de l'eau dans une de ses casseroles. À l'intérieur, en train de mijoter, se trouvait la tête coupée de l'une de ses 11 victimes. Comme vous le savez sur cette chaîne, nous vous racontons des expériences paranormales ou tout du moins difficiles à expliquer. Si des histoires de tavernes hantées ou de mamies et viscéreuses vous intéressent, alors vous êtes au bon endroit. Tout de suite, les histoires de ce soir. Notre travail d'enquêteur et d'enquêtrice ne peut se limiter à des affaires paranormales se passant en France. Nous avons donc décidé de franchir les frontières de notre pays pour découvrir les horreurs qui avaient pu se passer dans le monde. Ces enquêtes pourraient peut-être apporter des réponses sur l'implication du surnaturel dans les événements les plus horribles de l'humanité. Car malgré mon travail, je m'accroche à l'infime espoir que nous serons pardonnés pour nos actes. Un espoir que nous ne soyons pas responsables d'actes aussi innommables. Sinon, comment continuer? Pourquoi continuer? Les peuples slaves des régions de Russie racontent les histoires de Tatiana Saminouchtra, connue sous le nom de la Bique. Cette figure est une réinterprétation moderne des aventures de Baba Yaga, la créature mythologique qui, selon les récits, tuait et parfois mangeait ses victimes, en plaçant leur crâne sur des poteaux autour de sa maison. Baba Yaga reste un personnage qui, au coin du feu, sert d'avertissement pour les enfants curieux et imprudents. Cependant, dans le cas de Samsonova, ce sont les adultes qui auraient dû être plus vigilants. En effet, cette maquerelle meurtrière n'hésitait pas à prendre des mesures extrêmes pour se calmer lorsqu'elle estimait que d'autres avaient enfreint les règles de courtoisie. Elle imposait son ordre au sein de la société, allant jusqu'à tuer ceux qu'elle considérait comme impolis, c'est-à-dire tous ceux qui l'irritaient. Saminouchtra évoqua fortement la figure historique de Miss Yaga, une sorcière mythique entourée de corbeaux, de chats, de serpents et de crapauds. Ses yeux brillants et vifs rappellent ceux d'un oiseau guettant sa prochaine proie appétissante. Sa chevelure ressemblait à des serpents, formant les ondulations désordonnées d'une vieille femme qui se moque des conventions vestimentaires et privilégie avant tout la praticité. Selon la légende, Baba Yaga réside en bordure des villages, dans une cabane perchée sur des pattes de poulet en os, une vision particulièrement bizarre pour les habitants respectueux de l'ordre. Il est donc assez étonnant que l'une des représentations marquantes de Saminouchtra la montra descendant la sinistre rampe blanche et tordue de son appartement, portant tranquillement sa victime. Dans ce cas précis, la victime malheureuse était Valentina Ulanova, une ancienne locataire. En Russie, la vraie nature de Baba Yaga est celle d'une matriarche, habile à manipuler la vérité avec autant de bienveillance que de cruauté. Selon les contes folkloriques, Baba est sollicité par les courageux ou les imprudents, car obtenir son aide ou un avantage a toujours un prix. Saminouchtra se retrouvait coincée entre le soin et la guérison de ses protégés. Ses méfaits ne furent révélés que lorsque des chiens flairèrent le cadavre de son ancienne locataire. Valentina Ulanova, âgée de 79 ans, avait demandé à la jeune femme de l'héberger et de s'occuper d'elle en échange d'un loyer modique d'1 rouble. Tatiana Saminouchtra accepta joyeusement, pourvu que sa maison soit tenue en ordre, tâche qu'elle confia à sa locataire. Malheureusement pour Saminouchtra, Ulanova resta inflexible quant à toute proposition de thé. Valentina ne bronchera pas, faisant preuve d'une détermination sans faille. Peut-être avait-elle pensé avoir gagné contre la sorcière en menaçant de partir si elle était poussée davantage, sachant que cette femme solitaire avait développé une affection particulière pour elle. Mais cela n'a fait que pousser Saminouchtra à changer de stratégie. On raconte que Saminouchtra a secrètement versé une dose excessive de somnifères dans la tasse de Valentina, la plongeant dans un sommeil profond. Le destin de Valentina est désormais scellé pour l'éternité. Tatiana Saminouchtra, trouvant sa compagne trop corpulente pour être déplacée, emprunta des outils à ses voisins et procéda à la macabre tâche de démembrement de Valentina, qui était encore en vie, seulement endormie. La brave dame découpa méthodiquement le corps de la malheureuse en morceaux qu'elle disposa dans des sacs, avant de jeter ce qui restait du corps sans tête près de l'étang du quartier de la rue Dimitrova, dans le vieux Saint-Pétersbourg. Le comité d'enquête policière chargé des crimes graves en Russie fit remarquer que des organes avaient été prélevés,
suggérant ainsi que le coupable avait non seulement consommé les meilleures parties de Valentina, mais aussi de certains autres individus sous sa garde. De plus, le fait qu'elle ait été vue en train de retirer soigneusement ce qui semblait être la tête de Valentina, probablement pour récupérer le sang de sa victime dans une marmite. Cette dangereuse domestique aurait consacré 2 heures à préparer et à expédier son mélange pétrifiant. Ensuite, elle aurait habilement mélangé chair et tendons, sang et os, effaçant ainsi toute trace de son passage pendant que ses voisins sommeillaient. Une histoire véritablement effrayante, dont les sinistres ramifications ne se sont pas arrêtées là. Lorsque les chiens renifleurs ont découvert les morceaux de son amant, d'autres cadavres ont été mis au jour. Par la suite, la liste de ses victimes ne ferait que grandir. Quant à son mari, bien que sa disparition ait été signalée en 2005, il reste introuvable jusqu'à ce jour, son corps, s'il subsiste, n'ayant jamais été retrouvé. Après avoir révélé ses actes présumés, il s'est avéré que Saminouchtra était véritablement perçue comme une sorcière. Une identification peut être à l'origine de ses agissements. Parmi ses possessions, des ouvrages sur la magie noire et l'astrologie ont été découverts, accompagnés de journaux intimes détaillant ses actes sombres. Ses écrits attestent de sa maîtrise de plusieurs langues, le français et l'allemand inclus, et révèlent même son penchant pour noter ses expériences culinaires, déviant des pratiques magiques en appréciant le café plutôt que les feuilles de thé. En tant que gardienne, elle prodiguait aussi dans ses journaux intimes des manières et techniques pour se débarrasser de cadavres. Toutefois, semblables à un conte de fées, les assertions de cette femme intrépide sont teintées d'une dose non négligeable de fantaisie. L'allégation de cannibalisme légendaire en soi repose sur une hypothèse fragile. L'absence de certains membres du corps de Valentina et des autres victimes, attribuée par certains à une nécessité de dissimulation plutôt qu'à l'appétit supposé de Saminouchtra pour le tartare humain. Parmi les locataires masculins qu'elle prétend avoir éliminés, l'un d'eux est réapparu miraculeusement, sain et sauf, devenant ainsi un témoin capital dans cette affaire, une voix s'élevant contre une propriétaire probablement peu appréciée. Les écrits de son journal semblent découler d'une vie ordinaire et d'un esprit ennuyeux, plutôt que d'une malveillance diabolique. Il avait même été rapporté qu'elle avait passé plusieurs mois en soins psychiatriques avant son arrestation. Il semble donc que cette femme ait trouvé une certaine satisfaction dans la création de sa propre légende. Les voisins rapportent qu'elle était curieusement impliquée dans l'affaire du tueur en série soviétique L'Éventreur rouge, qu'on appelait Andrei Chikatilo, responsable de la mort d'au moins 53 personnes dans les années 70 et 90, avant d'être appréhendé, jugé et exécuté. Elle aurait accumulé un grand nombre d'articles de presse détaillant ses crimes, peut-être considérant sa propre vie comme une sorte de récit historique. Devant le juge, elle a affirmé qu'elle se préparait à cette action en justice depuis des décennies. Elle atteste qu'avec ce dernier meurtre, elle avait conclu ce chapitre. Elle se sentait coupable et méritait d'être punie. Par la suite, elle a embrassé les journalistes avec enthousiasme, comme si elle cherchait à attirer leur attention sur son charisme, plutôt que sur son penchant pour les faits divers macabres. Son comportement peut sembler déroutant, plus proche de celui d'une ancienne danseuse exotique que d'une femme à la Jack l'Éventreur. Elle s'est rendue aux autorités avec une coopération étrangement enthousiaste. Toujours prête à jouer son rôle, elle a même montré aux enquêteurs comment elle aurait procédé pour démembrer ses victimes, utilisant un mannequin filmé spécialement pour immortaliser cet étrange moment. Si Saminouchtra est jugée coupable, elle risque la peine capitale. Si les leçons de morale des récits anciens se reflètent dans le destin de cette nouvelle tueuse en série, la véritable interrogation est de savoir si sera le peloton d'exécution qui lui enlèvera sa vie, ou bien la Baba Yaga qui sommeille en elle. La peau d'une clarté éclatante dévoilait des traits marqués, tandis que ses yeux restaient rivés droit devant elle, défiant l'épaisse fumée rituelle qui s'élevait autour d'eux. Les spectateurs, avides de combler leurs désirs, étaient pris de terreur. C'était une sensation aussi enivrante que les émotions déchaînées par la magie que le personnage s'apprêtait à déployer, semblable à l'effet d'une drogue puissante. Sarah Aldrete incarnait une dualité troublante. D'une beauté sculpturale, cette blonde incendiaire dépassait aisément les 1,80 m et brillait en tant qu'étudiante universitaire.
Cependant, une fois les cours terminés, elle franchissait la frontière mexicaine pour devenir la madrina, la grande prêtresse du redoutable cartel de la drogue Narco Satanica. Aux côtés de son ancien amant, Adolfo de Jesus Constanzo, elle orchestrait des rituels barbares mêlant torture et sacrifice humain, veillant ainsi à la protection des hommes de main qui acheminaient la marijuana de leur organisation à travers le monde. Bien qu'elle ait été condamnée en 1990, Sarah prétendit qu'elle avait été en réalité retenue en otage et contrainte de participer aux sombres cérémonies orchestrées par Constanzo. Cependant, d'anciens amis révélèrent plus tard qu'ils avaient été troublés par ses connaissances occultes bien avant que son esprit ne soit mis à l'épreuve. Sarah a grandi dans la ville frontalière de Matamoros, entre le Mexique et les États-Unis. Bien qu'elle ait vécu chez ses parents, elle traversait la frontière chaque jour pour étudier au Texas Southmost College, à Brownsville. Sarah se démarquait de ses pairs. Elle figurait sur le tableau d'honneur pour ses excellentes notes, avait remporté le prix d'excellence en éducation physique de son école et enseignait l'aérobic. Elle trouvait même le temps de travailler à l'administration du collège pour améliorer les aides financières qui soutenaient ses études. Tant que ses camarades de classe que ses professeurs, dont un professeur d'anthropologie spécialisé dans les rituels religieux, la considéraient comme une jeune femme exemplaire et totalement engagée. Son image était si impeccable à l'époque qu'il semblait presque étrange qu'elle ne se soit pas occupée également de jolis chiots. Comme l'ancien adjoint au shérif, George Gavito, l'a souligné, il était courant que les élèves vivant à la frontière aient des vies distinctes de chaque côté. Il avait observé que Sarah semblait se métamorphoser, précisant qu'elle était une étrangère résidant légalement dans les deux pays. Il avait noté ultérieurement que malgré son statut de bénéficiaire d'aide financière, elle quittait toujours le campus au volant d'une voiture neuve, équipée de ce que les journaux de l'époque appelaient un téléphone portable, ce qui était alors rare en 1989. Sarah recevait de l'argent, et selon toute vraisemblance peut-être plus de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Le Mexique évoque souvent la liberté, mais son tableau est plus complexe. En son cœur, la majestueuse cathédrale métropolitaine domine la capitale, fière de son titre de plus ancienne et plus grande d'Amérique latine. Ses murs rayonnent de l'éclat doré du soleil et des icônes religieuses de la Vierge et de l'Enfant, entourées de saints. Dans les ruelles grouillantes du centre-ville, les boutiques débordent d'articles sacrés, des statues de la Bienheureuse Marie aux cloches, aussi imposantes que des églises, offrant aux acheteurs la possibilité de reproduire chez eux l'atmosphère sacrée. Mais dès qu'on s'aventurait hors des artères principales, le tableau changeait. L'opulence s'effaçait rapidement pour laisser place à des rues délabrées ponctuées çà et là de sanctuaires magnifiques battus par les vents. Les guides touristiques conseillent aux voyageurs de rester sur les voies principales pour éviter les policiers corrompus et les risques d'enlèvement par des chauffeurs de taxi peu scrupuleux. Dans les zones où la pauvreté règne en maître, les habitants cherchent refuge, que ce soit dans la foi ou dans les substances destinées à anesthésier le désespoir. Deux réalités qui, au Mexique, sont souvent intimement liées. Sarah, prisonnière de la monotonie de sa vie, cherchait à échapper aux chaînes d'un mariage imposé dès son jeune âge. Dans sa quête pour apaiser la tempête de ses émotions, elle s'aventura sur le chemin périlleux de la désolation, attirée par l'aura sinistre d'Adolfo Constanzo. Ce criminel endurci, observateur avisé, avait remarqué les liens de Sarah avec un rival et son association avec le redoutable cartel Hernandez. Ainsi, il décida de l'approcher, espérant la séduire en lui offrant un semblant de pouvoir au sein de ses hommes en échange de sa soumission à son autel macabre. Le magnétisme indéniable d'Adolfo a instantanément captivé la jeune fille. Son assurance pourrait être attribuée à ses origines, sa famille étant depuis longtemps impliquée dans la pratique de la santería, une forme d'occultisme ou de sorcellerie. Contrairement à la magie de spectacle, la santería se veut authentique, échappant aux artifices. L'occultisme, en théorie, peut revêtir différentes nuances, du bien au mal, ou simplement osciller entre les deux. Son efficacité suscite un vif débat. Toutefois, il confère à son praticien un voile de mystère, attirant ceux en quête de quelque chose qui échappe à leur existence. Que les occultistes possèdent véritablement des pouvoirs surnaturels importe peu, tant leur influence sur autrui repose sur la croyance en leur capacité à modifier les comportements. Lorsqu'on ajoute à cette aura le charme naturel d'Adolfo,
Il n'est guère surprenant que Sarah soit tombée sous son charme. On raconte même qu'il lui a enseigné l'art de maîtriser la mort elle-même. La renommée de la sorcellerie s'élevait en proportion des personnalités influentes que la secte attirait. En Amérique du Sud, diverses formes d'occultisme étaient en vogue, attirant des adeptes de tous les milieux sociaux, tout comme la religion. Les élites mexicaines, des représentants de la police aux politiciens, en passant par des célébrités, se rendaient chez El Padrino, le parrain Adolfo, accompagné de sa sorcière, Sarah. À leur arrivée, ils apposaient leur signature dans un livre renfermant les symboles ésotériques à l'origine de tous les rituels. Après cette formalité, ils exposaient leurs désirs les plus profonds. Profond étant le mot-clé, car Adolfo était spécialisé dans les sacrifices humains. Il avait modernisé la santeria héritée de ses ancêtres en l'enrichissant des pratiques sacrificielles de type Palo Mayombe du Congo. Dans les traditions magiques répandues à travers le monde, il est fréquent de placer divers objets parmi lesquels des métaux précieux et des parties d'animaux, symbolisant l'objectif du sort dans un récipient avant de procéder à un rituel visant à leur conférer du pouvoir. Les porte-bonheur en forme de pattes de lapin sont un héritage de cette coutume, mais Adolfo a adapté la pratique en substituant l'animal par l'homme. Pour concocter une potion de force destinée à un client, il incorporait du muscle humain dans son pot ou nganga. À la recherche d'un regain de vitalité, dans ce cas, un jeune enfant, voire un nouveau-né, devait être sacrifié. Des cadavres dépourvus de cœur, de cerveau et de vertèbres ont été découverts ensevelis sur le terrain de la cabane rituelle de la Narco Satanica. Les échanges commerciaux étaient rapides, mais dans les cercles de la pègre mexicaine, l'argent était souvent un synonyme de trafic de drogue. La prochaine étape cruciale pour la secte était de trouver un moyen discret de faire passer leur cargaison sans attirer l'attention des forces de l'ordre. Et pour cela, ils avaient besoin d'expertise. En voyant plusieurs de leurs adeptes dans une rue populaire fréquentée par des étudiants en quête de sensations fortes, connus pour ses boissons bon marché et ses soirées animées, c'est là qu'ils ont repéré Mark Kilroy, un brillant étudiant en médecine et un modèle de citoyen américain. Il a été enlevé sur une route isolée, emmené dans une cabane rituelle, puis assassiné. L'attention médiatique suscitée par ce meurtre a incité la police à intensifier ses recherches sur la cabane. Cependant, les forces de l'ordre n'ont pas réussi à appréhender le gang, en partie parce que selon l'ancien adjoint au shérif Gavito, de nombreux policiers mexicains sont aussi enclins à croire en la magie que les civils. Pour eux, l'idée de s'aventurer pour confronter le grand et terrifiant chef de la secte ressemblait à un voyage au pays d'Oz, et rapporter la tête du sorcier était leur récompense pour avoir défié l'inconnu. Gavito, un homme imposant et vif, avec des années d'expérience dans les forces de l'ordre, participait activement à cette expédition. Conscient que les fanatiques étaient souvent protégés par la crainte que des hordes d'adeptes, galvanisés par les feux de l'enfer, ne viennent à la rescousse de quiconque oserait les défier, Gavito savait qu'il était temps de briser cette illusion. Armé de sa fidèle matraque en plastique, il composa le numéro des médias, prêt à démystifier ses adorateurs des drogues bercés par des chimères. Ce jour-là, une équipe de policiers révéla au grand jour le monde secret de Narco Satanica. Suivant la piste jaune de poussière, ils aboutirent à une petite cabane au toit vert, entourée d'une clôture en bois délabré. Contrairement à Sarah, qui avait cédé à l'irrationnel, ils décidèrent d'utiliser la force de la logique, mettant le feu à l'un des pots rituels laissés à l'extérieur. Un rugissement de flammes dévora le bâtiment. Aucun démon, aucune armée d'adorateurs ne surgit. Le mensonge de l'invincibilité du couple fut enregistré et diffusé à travers le pays. Peu importait si la magie était réelle ou non, celle d'Adolfo ne pouvait rivaliser avec la loi mexicaine. Il prit la fuite en menant Sarah avec lui. Cependant, leur fuite fut de courte durée. La police arrêta Sarah, Adolfo et les autres membres importants de la secte. Adolfo, préférant la mort à la captivité, fut abattu par l'un de ses propres disciples. Quant à Sarah, elle fut placée en détention. Lors de son interrogatoire, Sarah a clamé avec fermeté qu'elle voulait voir son père. Elle a prétendu que Constanzo l'avait contrainte à se cacher avec lui et qu'elle n'avait pris connaissance des meurtres que par le biais des médias. De plus, elle a exprimé le souhait que ses excuses parviennent à la famille de Mark Kilroy, tandis que le co-cultiste Alvaro de León Valdez a corroboré son affirmation selon laquelle
elle n'était pas impliquée dans les crimes. Cependant, il semblait probable qu'elle souhaitait s'éclipser et retourner à Matamoros avant que la justice ne le fasse de toute façon. Dans la petite chambre de la maison de ses parents, où Sarah résidait, la police a découvert des murs maculés de sang, des traces de brûlures sur le sol, ainsi qu'un autel entouré de bougies. D'autres récits ont commencé à émerger révélant des facettes plus sombres. Ses camarades de classe se souvenaient de ses mises en garde contre des bijoux qu'elle leur déconseillait de toucher de peur qu'ils ne leur portent préjudice, tandis que d'autres se rappelaient ses intérêts répétés pour The Believers, un film sur une secte pratiquant la magie pour s'enrichir. Ses amis n'ont réévalué leur perception que rétrospectivement, mais après qu'elle ait prononcé des paroles étranges sur l'occultisme à la fin d'une séance de visionnage. Son intérêt pour la magie sacrificielle l'avait liée au cultiste au moment de son arrestation. Bien qu'elle ait peut-être brièvement entrepris de découvrir la véritable nature de Constanzo avant son arrestation, elle semblait avoir vite refermé cette porte. Sarah a été acquittée de l'accusation de meurtre de Constanzo, mais condamnée initialement à 6 ans de prison pour association de malfaiteurs. Plus tard, elle a écopé de 62 ans de réclusion pour son implication dans d'autres meurtres liés à la secte. 11 ans après, elle a publié un livre exposant sa version des faits tout en clamant son innocence. Toujours incarcérée, elle pratique encore la santeria, une dimension souvent omise, et que la cabane rituelle de Narco Satanica, incendiée, a été purifiée par un rituel spécifique, des gestes de la main, des signes de croix et l'utilisation de poudre blanche. Cette purification visait à chasser les esprits maléfiques et à invoquer la protection divine chrétienne. Dans différents contextes, nous choisissons tous où placer notre foi, que ce soit dans la loi ou dans des forces plus mystérieuses. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo avec ces 2 histoires qui, nous l'espérons, vous auront fait réfléchir. Ces 2 affaires ont mis en avant l'implication de choses surnaturelles qui auraient poussé les coupables à agir. Ce que nous trouvons paradoxal, c'est le rejet par la justice de ce motif. On ne pouvait concevoir que ces femmes avaient pu agir sous les ordres d'une entité invisible et pleine de malignité. De par notre métier, nous pensons que cela est possible. Et vous, pensez-vous que ce soit l'œuvre d'un esprit fou ou bien d'une entité diabolique ?